Grand Littoral, donc centre de formation pour les adultes, les salariés, les entreprises. Nous avons maintenant depuis un certain temps enclenché un cycle de webinaires, donc on a le plaisir de vous revoir et de vous retrouver environ tous les mois et demi avec des thématiques principalement autour du numérique, hein, même si bien sûr d'autres thématiques nous intéressent également. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, j'aurais tendance à dire, hein, Cécile Dejoux, qui est avec nous et qui est professeure des universités au CNAM de Paris et à l'ESCP, Business School. Vous êtes spécialisé en management à l'ère de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle. Et on vous connaît quand même par plusieurs biais, notamment vous avez animé déjà plusieurs MOOC sur cette question, notamment celui intitulé l'IA pour tous. Et vous êtes également auteur du livre Ce sera l'IA et moi, et non pas l'IA ou moi, aux éditions Vuber, qui vous permet d'avoir quand même une capacité, une expertise sur ce sujet qui est particulièrement importante. Donc aujourd'hui, nous allons échanger sur l'intelligence artificielle, notamment l'impact de l'IA dans la gestion des entreprises et spécifiquement sur la fonction RH. Donc on vous propose de fonctionner, donc de vous laisser en fait la parole pendant, on va dire, entre 30 et 40 minutes pour exposer en fait votre réflexion sur cette thématique-là. Bien entendu, moi je ferai le médiateur des différentes questions que les participants, enfin que ceux qui nous écoutent peuvent nous laisser, et bien sûr nous vous encourageons à nous laisser un maximum de questions, soit dans le chat, soit dans effectivement le petit bordereau dédié à la partie questions. Et donc moi je ferai le relais de ces questions-là pour que vous puissiez ensuite y répondre et nous éclairer sur ce sujet qui est quand même à la fois d'actualité, un petit peu anxiogène, il faut le dire, mais également, je pense, prometteur de beaucoup d'espoir en termes d'évolution des entreprises. Voilà, donc on vous écoute, Madame Dejoux, et encore une fois, merci d'être avec nous ce matin. Bah, écoutez, un immense merci. Je suis vraiment très honorée. Merci par votre invitation. Merci à tous les auditeurs qui sont présents dans cette matinée pour cette réflexion sur l'intelligence artificielle et son impact sur, bien sûr, les métiers et la fonction ressources humaines. Alors, je voudrais également remercier, bien sûr, le Greta, Anne-Laure et vous-même. Voilà. Donc, l'idée, c'est peut-être de partager quelques slides. Alors, est-ce que vous pouvez me rassurer, est-ce que les slides sont bien visibles? Absolument. Ah, génial, parfait. Donc voilà, l'idée, c'est de vous partager peut-être quelques idées clés qui proviennent de l'ouvrage Ce sera l'IA et moi, comme vous avez eu la gentillesse de le mentionner, et puis bien sûr du MOOC qui est toujours ouvert. Et donc, je vous invite à vous y inscrire pour voir des témoignages, aller plus loin, puisque c'est vraiment un MOOC qui s'adresse à toutes les personnes, quel que soit leur métier, pour comprendre ce qu'il y a, mais surtout comprendre comment transformer son métier pour rester IA compatible. Alors, la grande idée déjà, c'est de voir qu'en fait, l'intelligence artificielle est un thème qui n'existe pas depuis 10 ans, mais qui existe depuis 1956. C'est vraiment depuis cette époque, avec ici donc nos deux Américains, que ce soit John McCarthy et Marvin Minsky, qui ont été les premiers à créer cette terminologie. Alors, c'est dans une conférence de scientifiques à Dartmouth en 1956 qu'ils ont eu l'idée d'utiliser ce terme pour symboliser les travaux qu'ils avaient menés sur la machine, en se disant qu'ils allaient créer une machine avec de l'émotion et peut-être qu'un jour, la machine pourrait remplacer l'homme dans ses tâches et dans sa décision. Donc, il faut bien resituer le point de départ de l'intelligence artificielle. La première grande idée, c'est de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Parce que si on n'est pas d'accord sur la définition, sur le vocabulaire, on ne pourra pas aller plus loin dans notre discussion. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une technologie. Ce sont des briques technologiques qui font différentes, activités. On a l'habitude de représenter l'intelligence artificielle à partir d'un arbre que vous avez ici. En fait, ce sont les courants technologiques qui permettent de réaliser différentes activités. Dans l'intelligence artificielle, on a deux grandes familles à la fois de recherche et d'utilisation. Ce qu'on appelle
l'apprentissage avec le machine learning, où là, on va utiliser des données pour pouvoir donc créer, grâce à des algorithmes, des usages qui peuvent être dans différents domaines, la voix, la vision, des processus, la création de connaissances. On a également ce qu'on appelle des systèmes experts, qui sont des modèles qui n'utilisent pas de l'apprentissage à partir de données, mais qui sont en fait des arbres de décision, qui sont l'ancêtre de l'IA au sens apprentissage, et qui sont toujours d'actualité. Et puis, on a donc des courants spécifiques autour du langage, de la voix, de la vision, de la planification et de la robotique avec les cobots, par exemple, ou ce qu'on appelle les robots humanoïdes qui semblent donc reproduire en fait le visage, le corps, les bras, les membres d'un humain dans lesquels on va mettre de l'IA et qui vont donc peut-être avoir des similitudes avec les humains. Donc déjà, première idée, il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a des courants technologiques qui ont des usages spécifiques. Ce que j'aimerais en fait vraiment partager avec vous, c'est les différentes applications de l'IA. L'IA permet d'avoir un ensemble d'usages dans le domaine de la vision. Par exemple, on a des systèmes qui permettent de reconnaître un humain et sa valise quand il rentre dans un aéroport, pour que si l'humain va trop loin de sa valise, on arrive à avoir un système d'alerte qui dit « Attention, il peut y avoir un objet qui peut être un objet dangereux ». Et donc, on a là tout un système, grâce aux IA, qui reconnaissent une personne, qui reconnaissent une valise, qui associent les deux et qui, ensemble, vont voir si la personne et la valise ne sont pas trop éloignées, sinon alerte. Et tout ceci, tout ce processus qu'on appelle du computer vision, c'est un usage qui est fait à partir de la reconnaissance visuelle d'objets. Mais ça peut aller plus loin, comme par exemple reconnaître un client qui rentre dans un magasin qui est totalement automatisé et qui va prendre des objets qu'il va mettre dans son caddie. Ensuite, il va sortir sans payer puisque l'ensemble des objets aura été débité sur sa carte bleue. C'est la même technologie pour un usage complètement différent. On a ensuite des usages qui sont liés à la parole. Grâce à l'IA, on a aujourd'hui des systèmes extrêmement efficaces de traduction. Cette parole, on peut l'intégrer dans ce qu'on appelle des chatbots. Et donc, bien sûr, imaginez plein d'usages qui peuvent être des aides sur de la recherche d'informations, sur de la réponse, sur de la conversation. Et là, ça nous amène au langage. L'IA, grâce au NLP, au NLU, donc au Natural Language Processing ou Understanding, peut comprendre et peut donc associer des idées pour répondre. Et donc, on a un champ très large qui est très abouti et qui continue aujourd'hui à être très intéressant en termes de recherche sur le langage. Ensuite, on a un autre champ sur les connaissances. Grâce à l'IA, on est capable, par exemple, de traiter des bases de données liées, par exemple, à des numéros de facture que l'on va associer à des clients et on va pouvoir corréler le client et la facture. Donc, on n'a plus besoin de faire ce travail à la main, mais on est capable de le faire avec ce qu'on appelle des RPA, des Robot Process Automation, des petits robots virtuels qui associent des éléments et prennent des décisions automatisées. Et puis, on a l'IA qui est intégrée à la gestuelle, et ça, c'est le champ des robots. Des robots dans des entrepôts qui vont vous aider à ranger des objets, à prendre des objets et à les mettre à des endroits. Bref, sur la gestuelle, avec les cobots, on a énormément d'usages dans les usines. Donc, on le voit bien, l'IA a différentes briques technologiques, l'IA permet différentes actions au monde, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, l'IA va nous différencier de ce que nous pouvons faire en tant qu'humains. Et c'est très important lorsqu'on parle des métiers, lorsqu'on parle des compétences, de comprendre qu'il y a 6 domaines où il faut bien comprendre la différence entre ce que peut faire l'homme et ce que peut faire l'IA associée à une machine qui peut avoir une apparence humaine ou une machine qui est un processus qui a une apparence virtuelle. La première chose, c'est la prise de décision. Quand un homme prend une décision, il va mobiliser son cerveau, qui va mobiliser différents systèmes
qui peuvent être émotionnelles ou rationnelles. Donc, quand on prend une décision en tant qu'être humain, on a une logique versatile. D'accord? Alors que l'IA ne prendra une décision que par rapport à une base de données, à une constance, donc ça sera toujours la même, si elle a toujours la même base de données, le même algorithme. Donc, on a une vraie différence entre la façon dont l'humain prend une décision et la façon dont la machine, avec l'IA, prend une décision. De même, au sujet de la mémoire, nous avons, en tant qu'être humain, 5 grands types de mémoire. La mémoire de travail, qui est à très court terme, la mémoire sémantique et épisodique, qui là est à long terme, c'est comment on se souvient des faits, des connaissances. La mémoire procédurale, c'est comment on fait les choses, c'est des automatismes, des routines inconscients. Et la mémoire perceptive, celle qu'on a avec nos sens. Alors qu'en fait, la machine, l'IA, elle a une mémoire infaillible. Elle a un stock de données, elle a un stock donc de processus, un stock de tâches et elle s'en souviendra tout le temps. Donc, on n'a pas du tout le même rapport à la mémoire. De même, dans le raisonnement, l'être humain va faire des raisonnements qui sont différents suivant les personnes et suivant, bien sûr, leur rapport au monde, leur idéologie, leur sens de la valeur et suivant, bien sûr, eh bien, les influences qu'elles ont pu avoir et leurs biais cognitifs. L'IA, elle, n'a que des biais qui proviennent des bases de données. Et ces biais proviennent, en fait, des erreurs qui ont pu être faites par les humains quand ils ont sélectionné les données. Des erreurs liées à la race, liées au genre, liées à différents types de données, mais des données liées à la base de données. Donc, on voit bien qu'on est dans 2 logiques différentes dans le raisonnement, des logiques humaines qui sont sur des adaptations et des erreurs liées à la particularité de l'être humain, et des logiques liées à la machine qui sont simplement des biais liés aux data. De même, sur l'adaptation, quand un homme prend une décision, il a toujours mobilisé la plasticité de son cerveau, c'est-à-dire une adaptation. Notre cerveau s'adapte et recrée des circuits neuronaux quand on a besoin, bien sûr, de substituer un organe à un autre ou un circuit à un autre. Tandis qu'en fait, quand l'IA va prendre une décision adaptative, elle va tout le temps être en spécialisation. Soit elle va utiliser la brique technologie langage, ou la brique technologie, donc, par exemple, vision, computer vision, ou la brique technologie connaissance, mais elle ne va pas les mettre en relation ensemble. C'est l'homme qui va décider de cette mise en relation et surtout quand, quoi est mis en relation avec quoi. Donc, on n'a pas du tout la même type d'adaptation. Dans l'analyse, l'être humain va analyser en mobilisant son intuition. L'IA n'a pas d'intuition, mais fera un semblant, une simulation d'intuition à travers les robots-machines. Mais en tout cas, c'est par la puissance du calcul, la puissance du traitement des bases de données qu'elle pourra être plus forte que l'homme dans l'analyse. Et de même dans la conscience, l'être humain a une conscience parce qu'il a une mobilisation de ses 5 sens et parce qu'il a des valeurs, alors qu'en fait, l'IA n'a aucun sens moral, même si certains essayent de lui en créer un. Elle a surtout des capteurs qui vont lui faire prendre des décisions. Donc, on voit bien qu'en fait, sur ces 6 éléments qui ont une importance très forte par rapport à notre rapport au travail, on a des différences entre l'homme et l'IA. Alors maintenant, essayons de comprendre ce que l'IA peut faire. L'IA, déjà, peut, on l'a vu, parler et comprendre le langage. Elle va pouvoir identifier des mots, créer des réponses, faire de la traduction et intégrer ces éléments dans des chatbots. Avec le computer vision, la reconnaissance, elle va pouvoir reconnaître des objets, des images, des visages, mettre en relation et faire des systèmes d'alerte. Avec la robotique et la communication, que l'on ait des robots virtuels, les RPA, qui n'ont pas de physique, mais qui sont intégrés à des systèmes, ou que l'on ait des robots physiques avec des cobots, on arrive donc aujourd'hui à avoir des champs d'automatisation extrêmement efficaces. Et de même, dans l'optimisation des connaissances, l'IA permet de détecter, de data visualiser, de représenter la donnée, d'analyser et de prédire. Voilà les briques technologiques. Concrètement, si on imagine une ville, eh bien, l'IA est présente partout, dans les bureaux, dans le travail, dans la cité, dans la sécurité, dans la gestion des climats et bien entendu, dans la communication.
De même, on est aujourd'hui avec des chercheurs qui vont beaucoup plus loin et qui vont essayer de plugger des systèmes dans l'être humain, que ce soit pour nous soigner, pour nous réparer ou pour faire ce qu'on appelle de la réinvention, ce qu'on appelle donc, par exemple, avec ce chercheur, donc de la prothèse de cerveau pour pouvoir aller plus loin dans la symbiotique entre le cerveau et l'homme. Si on revient à l'entreprise, on s'aperçoit que dans l'entreprise, l'IA est très présente dans tous les domaines. Dans des domaines tels que la comptabilité, dans le marketing, dans les RH, dans la supply chain, le contrôle de gestion, la communication, le légal, les achats, dans tous les domaines, la prospective. Nous avons une conviction, c'est que tous les métiers sont impactés par l'IA de différentes façons. Ils sont impactés soit parce qu'ils vont disparaître, soit parce qu'ils vont être modifiés, soit parce qu'on voit l'arrivée de nouveaux métiers. Et c'est sur ce sujet qu'il faut absolument acculturer tous vos collaborateurs, et c'est pour ça que le livre et le MOOC, qui est totalement gratuit, donc sont là pour vous donner des éléments de réponse. Oui, tous les systèmes liés au contrôle vont aujourd'hui, avec l'IA, être beaucoup plus performants. Déjà parce que ça va permettre d'aller plus vite, d'avoir du 24 heures sur 24, d'analyser plus de contrôles en base de données et d'avoir moins d'erreurs. Tous les systèmes liés, par exemple, aux caisses et à la gestion donc d'objets qui peuvent être associés à une carte bleue, à un être humain ou à d'autres objets connectés, peuvent être remplacés par des machines. Tout ce qui est lié à la manutention et des métiers tels que la comptabilité. Vous avez dans la chaîne YouTube, les Jeudis de la Transformation, d'excellents interviews d'experts comptables, ceux qui vous expliquent qu'en fait, eh bien, ils ont pris le sujet par les cornes, qu'ils ont compris que l'IA allait effacer toute une partie du traitement donc automatique des factures et qu'ils allaient utiliser l'IA pour créer une autre façon de faire du contrôle de gestion. Et aujourd'hui, par exemple, avec la société Datim et la société Cegid, donc je vous invite à regarder les vidéos, eh bien, le cabinet d'expertise comptable n'est plus là simplement pour mettre en relation facture et client, mais pour certifier les algorithmes, créer d'autres façons de faire donc de la traçabilité et d'autres façons de faire en fait de la prévision sur des achats et sur de la prévision de vente. Donc ça, c'est très intéressant de voir l'évolution des métiers de la comptabilité. Parce que les métiers RH, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, les métiers liés à la gestion des compétences, la gestion des talents, le recrutement, la formation sont complètement transformés avec l'IA. Si cela vous intéresse, je vous invite le 20 mai, c'est-à-dire dans 2 jours, jeudi, à un live que je fais sur YouTube sur la gestion des compétences et des talents disruptés, transformés par l'IA. On est aujourd'hui dans des systèmes qui vont être en temps réel et non plus dans des systèmes sur des cartographies et des référentiels. Donc, ceux qui n'auront pas compris cette transition vont se retrouver dépassés et totalement déconnectés de l'accélération de ceux qui se seront transformés. Donc, oui, il y a des métiers qui disparaissent. Oui, il y a des métiers qui se modifient. Tous les métiers liés à l'éthique, les métiers liés aux données, les métiers liés bien entendu au processus, sont modifiés. C'est pour cette raison qu'il me semble indispensable de donner une culture pour que chacun devienne IA compatible. On pourra en parler tout à l'heure pour justement transformer son métier. Et enfin, il y a plein de nouveaux métiers. Des nouveaux métiers qu'il faut créer, des nouveaux métiers qui apparaissent, comme tous les métiers liés à la réalité virtuelle qui intègre de l'IA. Les métiers liés à l'expérience mémorielle qui intègrent de l'IA. Les métiers liés aux données personnelles qui intègrent de l'IA. Les métiers liés à la formation qui intègrent de l'IA. Et là, on pourrait bien sûr en parler plus longuement puisque la liste n'est pas exhaustive sur la diapositive. Eh bien là, nous avons des champs entiers de création, de modification et d'accompagnement à la disparition. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on travaille avec les IA
la première question à se poser, c'est dans mes tâches, même si mon métier ne va pas disparaître, mais va se modifier, dans mes tâches, qu'est-ce que l'IA peut faire à ma place? Sur quoi je peux être remplacé? Sur quoi je peux être aidé, assisté avec de l'IA? Et qu'est-ce que l'IA va me permettre de faire que je ne pourrais pas faire sans elle? Donc, il faut absolument avoir une réflexion collective avec des gens des métiers sur ces 3 grandes questions. Quelles tâches je peux laisser à l'IA? Sur quelles tâches je peux être assisté? Et quelles tâches je vais pouvoir créer que je ne pourrais pas faire sans elle? Et dans le livre, vous avez le métier RH, le métier de consultant, le métier de comptable qui sont analysés par rapport à cette cartographie. Selon moi, ce qui est essentiel, c'est de monter en compétence simultanément sur 2 grandes thématiques. À la fois, accepter d'être IA compatible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être au fait du vocabulaire pour pouvoir participer à des projets IA dans votre organisation ou dans votre écosystème. Si vous n'avez pas le vocabulaire, vous serez bloqué. Ensuite, comprendre quel est l'univers. Qu'est-ce qui permet de comprendre qu'en fait, on est dans un univers probabiliste et non plus rationnel. Et puis ensuite, savoir éduquer une IA, savoir quels sont les biais liés aux IA, savoir visualiser avec de la data vis, savoir tester des modèles prédictifs, savoir contrôler, débrancher et garder la décision sur l'IA. Et puis ensuite, c'est savoir travailler avec ses collaborateurs pour eux-mêmes les faire monter en compétences. Leur expliquer comment avoir le doute technologique. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'est très important de toujours tester un petit robot virtuel, tester un tableau de prédiction, tester un robot physique, collaboratif. Dans la chaîne YouTube, on vous présente Spoon, un robot collaboratif qui vous permet en fait de comprendre qu'est-ce qu'un algorithme, comment on éduque un robot et comment le robot va simuler une conversation avec vous tout en ayant un simulacre d'émotion. Donc, c'est très intéressant de voir cette interview. Ensuite, il va falloir, bien sûr, réfléchir sur son métier en mode test and learn et le faire évoluer. Ça, c'est la partie être IA compatible. Mais ça ne suffira pas, car vous l'avez vu, sur les 6 thématiques essentielles, la décision, l'adaptabilité, la mémoire, la conscience, on peut être challengé par l'IA. C'est pour ça qu'il faut développer des compétences dites soft skills nouvelle génération, que j'appelle des compétences de centrage. Et ces compétences de centrage, c'est ce qui fera que demain, vous resterez employable. C'est comment reprendre de pouvoir sur son temps, comment mémoriser, parce que sans mémoire, on ne pourra pas réfléchir. Comment, garder le pouvoir sur son attention, être capable de gérer son stress et son identité, son énergie. Ces compétences de centrage, on les développe avec des exemples, une méthodologie et surtout des cartographies pour les mesurer dans le nouveau MOOC qui sort et qui ouvre demain, qui s'appelle Management Post-Covid. Dans ce MOOC, on vous explique comment être IA compatible en étant un manager modélisateur. On vous explique comment focaliser, monter en compétences sur les compétences de centrage en étant un manager à la pagaie. C'est très important d'intégrer ces nouvelles postures managériales pour pouvoir avoir une logique dans son sens de la valeur et comprendre qu'en fait, comme on a eu la pyramide de Maslow, on a la pyramide des nouveaux besoins liés à l'IA. La base, c'est bien sûr l'accès à l'IA, c'est un besoin physiologique, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir des capteurs et d'avoir une utilité sur l'IoT, les objets connectés, d'être en phase avec les réseaux sociaux, les services IA, puis être capable d'avoir une notion de qu'est-ce que la vie privée pour ne pas se laisser cyberattaquer et puis être en conformité quand même avec la RGPD. C'est le besoin de sécurité par rapport à l'IA. Ensuite, on a un besoin d'appartenance quand on travaille avec de l'IA pour pouvoir être au courant des astuces liées aux outils, maîtriser les outils, savoir comment faire et avoir cette culture IA. Et puis ensuite, on a un besoin d'estime. Comment faire pour laisser de plus en plus de choses à la machine tout en gardant
des compétences qui me permettront d'avoir une valeur ajoutée par rapport à l'IA et faire des choses qu'elle ne pourra pas faire ou l'utiliser pour faire des choses que je ne pourrais pas faire sans elle. Et donc ça, c'est vraiment avoir une réflexivité et une compétence de centrage. Et puis, dans l'accomplissement, il est important d'être dans cette logique du manager post-Covid qu'on vous explique dans le MOOC. C'est être sans cesse dans le maniement des paradoxes et à la recherche d'équilibre. Construire un nouveau rapport à l'IA et à l'équilibre humain. Si vous voulez aller plus loin, vous avez plein d'interviews, comme par exemple la façon dont EDF gère l'évolution des métiers et l'évolution des compétences. EDF a créé une cellule IA qui est au service des métiers. Et par exemple, sur les métiers dans les centrales nucléaires ou sur les métiers dans le légal ou sur les métiers dans les ressources humaines, eh bien, elle a mis en place des POC, Proof of Concept, sur de nouveaux usages grâce à de l'intégration de l'IA. Et donc, ça, c'est très intéressant de voir les différents positionnements d'EDF sur la transformation des métiers. Voilà, c'était tous ces éléments de contexte pour vous donner les bases. Mais bien sûr, ce n'est qu'une discussion, une acculturation. Pour aller plus loin, je vous invite bien sûr à faire le MOOC l'IA pour tous, à aller plus loin avec l'ouvrage Ce sera l'IA et moi pour vous donner les clés de l'employabilité de demain. Restez sans cesse tous les jeudis en contact avec la réalité des DRH, des directeurs de l'innovation, de la transformation, qui nous font l'honneur d'être interviewés dans la chaîne YouTube, puisqu'ils expliquent, par exemple, je vous donne l'exemple du directeur de la Maïf en IA, qui explique comment la Maïf a créé, en fait, une IA en open source pour gérer tous les mails entrants, que ce soit des demandes d'attestation scolaire, des déclarations de sinistres ou autres. C'est l'IA qui gère tous les mails et qui les redispatche aux conseillers. Ainsi, les conseillers ne vont avoir que de la valeur ajoutée sur des dossiers à difficulté. Par exemple, vous avez le directeur de l'IA de la Poste, Monsieur Lefebvre, qui lui vous explique comment la Poste utilise l'IA. Elle l'utilise pour les postiers, pour pouvoir, par exemple, dans un centre de tri, lire grâce à l'IA directement les adresses, alors qu'avant, c'était fait par des humains. Et puis, elle l'utilise aussi pour faire monter en compétences les différents fonctions support. Bref, vous avez magnifique palette d'usages dans tous les domaines, que ce soit la RH ou que ce soit donc des usages donc plus spécifiques. Et puis, bien entendu, nous avons donc le Learning Lab Human Change qui nous accompagne pour créer toute cette connaissance. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce petit webinaire sur comment l'IA transforme les métiers, transforme les compétences et comment rester employable demain. Maintenant, je redonne la parole et puis je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup. Alors, effectivement, quelques questions, peut-être, on va dire parfois un peu terre à terre, mais quand même extrêmement pertinentes. La façon dont vous le présentez, vous me corrigez si je me trompe, j'ai quand même le sentiment que pour l'essentiel, l'IA sera quand même d'une certaine façon du back-office. C'est-à-dire qu'il y aura certes une transformation des métiers, et ça, clairement, les gens vont le sentir. Mais par contre, les éléments de l'IA et l'impact, donc, enfin, pas l'impact, mais en tout cas, le travail de l'IA sera quand même une affaire de spécialistes et d'une certaine façon, par exemple, moi, j'ai pas forcément vocation à devenir un expert de l'IA. Je dois simplement m'attendre à ce que mon métier soit fortement impacté parce que certaines tâches, notamment d'automatisation, comme vous l'avez très bien expliqué, sera maintenant fait de façon donc à la fois beaucoup plus efficace et sans que j'ai moi à y investir du temps. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ou est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ? Alors, je dirais 50-50, c'est-à-dire que vous avez raison. De toute façon, les outils qui seront incorporés dans nos métiers auront de l'IA. Mais par contre, il faut absolument, en tant que collaborateur, participer à des projets IA. Et donc, rentrer dans des groupes transversaux, donc de modification d'usage, et essayer justement d'être acteur dans les projets IA. Je pense qu'il ne faut pas rester dans un rôle passif d'utilisateur. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas acteur, vous ne comprendrez pas l'étendue des transformations. Donc,
j'explique dans l'ouvrage comment justement participer à un projet IA, qu'est-ce qu'un projet IA et avec des exemples, comment un projet IA est accessible à tous les experts métiers. Très bien. Alors, autre question, vous avez cité tout à l'heure EDF et effectivement, la façon dont vous le présentez, on sent assez aisément effectivement les enjeux pour les entreprises et notamment pour les grands groupes ou pour les grandes institutions. Mais quid des PME, PMI et des TPE, enfin, elles qui auront peut-être des difficultés d'accès à ces groupes de travail, comment est-ce qu'elles vont pouvoir intégrer l'IA, comment elles vont pouvoir finalement en bénéficier? Ah bah alors c'est très important de les acculturer tout autant que les grands groupes, parce que les PME, si elles veulent rester concurrentielles, elles seront obligées d'avoir des systèmes qui les aident en temps réel à connaître leurs clients, à gérer leur masse salariale et surtout leur supply chain, et à rester connectées à leurs écosystèmes. Donc, à mon avis, elles vont être acculturées de 3 façons, grâce à leur expert comptable, grâce à leurs clients qui vont leur demander des services qu'ils rencontrent par exemple dans la grande distribution. Quand vous avez une apps où vous allez faire vos courses sur Carrefour.drive dans votre téléphone, la PME et la petite boutique du coin, elle peut prendre le modèle de HelloFresh, c'est-à-dire venir vous livrer tous les semaines un petit carton avec exactement les produits que vous aurez commandés. Grâce à une utilisation de l'IA, elle pourra savoir en temps réel ce qui vous manque dans votre liste et ce que vous avez besoin, et donc être autant concurrentielle que l'apps de Carrefour.drive. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que justement, l'IA à la portée des TPE-PME leur permettra de pouvoir concurrencer des grands groupes, ce qui était plus difficile hier, puisque la marge sur le prix était le seul facteur différenciant. Donc ça, c'est le deuxième élément. L'expert comptable, les clients qui vont leur permettre donc de pouvoir prendre conscience que l'IA va offrir une fluidité dans le service. Et troisièmement, c'est très important que les TPE-PME puissent intégrer l'IA aussi dans leur service de productivité, en fait, ce qui va leur permettre de gagner du temps sur tout ce qui est gestion des achats, approvisionnement, voir les erreurs, tout ce qui est le lien avec la fiscalité et bien sûr la trésorerie avec la banque, etc. Donc, avec tout leur écosystème, que ce soit les banquiers, que ce soit les acheteurs, que ce soit les services liés à l'État, elles auront donc intérêt à apprendre de leurs fournisseurs, de leur écosystème pour pouvoir avoir les mêmes systèmes d'IA et pouvoir donc connecter avec eux et gagner en productivité. D'accord. Ça sous-entend quand même, notamment pour les experts comptables, qu'ils aient effectivement une acculturation assez importante. Autant personnellement, alors les experts comptables m'en voudront peut-être, je sens qu'effectivement, de la part des donneurs d'ordre, donc des grosses entreprises qui travaillent avec leurs sous-traitants, j'entrevois bien effectivement cette nécessité d'acculturer les PME, PMI qui travaillent pour eux pour qu'ils soient sur la même chaîne de valeur. Les experts comptables, j'ai pas tellement le sentiment qu'ils soient à ce niveau-là. Peut-être les très grands, mais eux aussi doivent faire un travail. C'est super intéressant parce que c'est vrai que votre perception voilà, reflète voilà, la perception du grand public. Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'Ordre des experts comptables a vraiment pris le sujet en main. J'ai fait de nombreuses conférences dans ce secteur d'activité et il y a aujourd'hui une transformation de toute la filière. Et ils ont bien compris qu'en fait, c'était en fait vital et ils sont extrêmement innovants dans les nouveaux services qu'ils offrent. Et de même pour les RH. Les RH sont une filière qui devra se transformer avec l'IA. Autrement, de toute façon, elles seront totalement phagocytées par l'informatique et par les systèmes d'information. Donc, si on veut demain pouvoir avoir une valeur ajoutée en tant que RH sur la formation, la gestion des talents, l'accompagnement et non pas être dans une fonction éclatée, phagocytée par l'informatique, la communication, le marketing et les business units, il faut absolument qu'elles se réinventent avec l'IA. François nous demande comment harmoniser l'IA avec les intergénérations. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'interprète la question de François, entre autres. Est-ce que vous sentez, vous, une fracture générationnelle de l'IA et comment à la fois, effectivement, pouvoir intégrer l'IA pour les plus jeunes, les plus expérimentés, on va le dire comme ça. Est-ce que tout le monde, effectivement, a la possibilité de pouvoir prendre sa part dans ces nouveaux enjeux? Alors, premier élément de réponse, on n'a pas besoin de savoir coder
pour comprendre l'IA. Deuxième élément de réponse, maintenant, dès le CP, la culture IA est intégrée dans les systèmes d'éducation. Troisième élément de réponse, l'IA n'est pas relative et corrélée à l'âge. Dès que vous avez un téléphone, vous avez de l'IA. C'est l'IA qui vous permet de classer vos photos par visage dans Google Photos. C'est l'IA qui vous permet demain de converser avec Siri ou tout autre chatbot. C'est l'IA qui va vous envoyer, votre banque va vous envoyer un système d'alerte parce que votre carte bleue a été hackée. Donc, de toute façon, on vit tous avec l'IA. Il y a 3 positions. Soit on en a peur, et dans ce cas, il faut se débrancher de son téléphone, des réseaux sociaux, et en gros, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus faire une déclaration d'impôt sans un ordinateur. On ne peut plus faire un virement sans un téléphone ou un ordinateur. Donc, en fait, à moins d'aller dans une grotte et de vivre en autarcie, je vois pas trop comment on peut faire. Demain, vous pourrez plus prendre un vélo, une trottinette, une voiture, éteindre une lampe, voilà, ouvrir une porte, baisser un rideau, allumer votre frigidaire sans IA, quoi. Enfin, c'est quand même dans ce monde où on va. Donc, premièrement, on a peur. Donc, si on a peur, ok, on peut râler, etc. Deuxièmement, on se dit, si je veux dépasser ma peur, il faut que je comprenne. Et là, il faut comprendre les usages, comprendre les opportunités et les risques, comprendre comment ça fonctionne, comprendre la réglementation et comprendre comment moi, à mon échelle, je peux en tirer parti. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, troisième attitude, je vais être un peu plus malin, je vais essayer de dire, puisque c'est le monde de demain et que même si aujourd'hui j'ai 50 ans, dans 30 ans, à 80 ans, je serai bien content sur mon fauteuil électrique ultra performant et mon petit robot qui me donnera peut-être mon médicament ou qui m'aidera à me masser parce que la masseuse, elle aura plus simplement des planches pour faire vos massages, mais elle aura un petit robot qui va l'aider comme assistant. Bon, peut-être que je vais m'y mettre. Donc, si je prends ça à mon avantage, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne dans la machine. Et là, je vais comprendre 3 choses. C'est que je suis toujours dans la simulation avec l'IA. Je suis jamais dans quelque chose qui est vrai ou faux. Je suis dans un monde probabiliste et je suis dans la simulation. Deuxièmement, il faut comprendre que je suis toujours dans le monde d'hier avec l'IA et jamais dans le monde de demain parce que l'IA ne utilise que des données passées. Donc, si je veux avoir une différence, il faut que j'actionne, moi, tout ce qui est créativité, tout ce qui est projection, tout ce qui est interconnexion, tout ce qui est, en fait, gestion des aléas, des crises et tout ce qui est unicité. Donc, je me focalise sur mes compétences de centrage. Et troisièmement, il faut que je comprenne qu'en fait, l'IA va me permettre vraiment de faire des choses intéressantes. C'est quoi dans mon métier? Des choses que je ne peux pas faire aujourd'hui, mais que je peux imaginer de faire et comment l'IA va m'y aider. Et là, je crée un POC avec des collègues du même métier en essayant de voir la cellule IA et en essayant de voir comment ça peut aider des utilisateurs ou ça peut m'aider pour transformer mon métier. C'est ça l'attitude constructive. Vous voyez, c'est super important. Pour moi, mon modèle, c'est Marie Curie qui dit tout ce que, en fait, je ne comprends pas, j'en ai peur. Donc, je pense qu'en fait, grâce à ce MOOC, grâce à cet ouvrage, grâce à cette chaîne YouTube, grâce à ces webinars que vous organisez, on doit être dans une logique de comprendre, d'accompagner, de tester et de se transformer. Voilà. Alors, je réagis à vos réponses. Ça semble quand même nécessiter un encadrement de l'IA. Aujourd'hui, est-ce que les institutions, est-ce que les pouvoirs politiques ont pris la mesure du potentiel extraordinaire et donc des gros avantages, mais également des risques, sachant qu'en plus de ça, j'imagine que ce sont des enjeux internationaux et qu'il y a pas simplement sur notre territoire national que ça va jouer. Enfin, comment ça va s'organiser tout ça? Qu'est-ce qui va d'une certaine façon nous protéger des quelques risques que peut proposer, en tout cas engendrer l'IA, et comment est-ce qu'on peut effectivement, est-ce que finalement d'une certaine façon il va y avoir quand même un encadrement des usages de l'IA? Alors c'est une excellente question. Autant nous avons des opportunités extraordinaires, demain le diagnostic sera plus précis, plus individualisé, plus rapide grâce à l'IA, autant les risques sont extraordinairement importants. Et on sait déjà
que l'ensemble des hackers, hein, des terroristes, etc., utilisent l'IA et pourront demain créer des risques inimaginables. Ça peut être débrancher l'électricité de toute une ville, ça peut être mettre des fake news qui créent une émeute, enfin ça peut être terrible, sans parler de la biologie, etc. C'est pour ça qu'en fait, nous avons fait dans le MOOC une interview d'Alain Bauer qui nous explique les risques de demain avec l'IA. Des risques qui ne sont pas que des risques liés à l'entreprise. Premier élément de réponse. Donc, autant d'opportunités, autant de risques. Voilà. Deuxième élément de réponse, dans le MOOC l'IA pour tous, on vous propose un tour du monde de l'IA. On vous propose de comprendre comment l'IA est vécue en Chine, comment l'IA est vécue au Canada, comment l'IA est vécue aux USA, comment l'IA est vécue à Singapour, comment l'IA est vécue en Indonésie et comment l'IA est vécue en Europe. Parce que vous avez raison, les cadres culturels et légaux sont complètement différents dans toutes ces géographies du monde. Et c'est important de comprendre que notre façon européenne de voir l'IA n'est absolument pas la façon américaine ni chinoise. Nous, en tant qu'Européens, on est proche des Canadiens. Et vous avez une très belle interview de Lise Langlois qui a créé, en fait, l'Observatoire sociétal de l'éthique de l'IA dans le monde. Et elle vous explique ces différences. Donc, vous avez raison, il y a des différences idéologiques et culturelles. Mais il y a aussi des différences légales. Il y a moins de 15 jours, l'Union européenne a créé un cadre pour dire, voilà, en fonction de 7 critères, on décide si l'IA est risquée ou pas. C'est le cadre européen. Ce n'est pas le cadre américain, ce n'est pas le cadre chinois, ce n'est pas le cadre singapourien. C'est un cadre européen qui est très proche de la RGPD, qui est plutôt proche des Canadiens. Et donc, c'est important, quand on crée un business ou quand on a une entreprise ou quand on est dans une entreprise, de comprendre qu'il va y avoir des adaptations si vos clients sont américains, chinois ou brésiliens. Parce que les cas de l'IA sont différents. Donc, il faudra prendre le minimum compatible pour tous. Voilà. Donc, oui, donc les opportunités et les risques sont énormes dans les deux extrêmes. Comme hier, eh bien, le feu nous chauffait ou chauffer la bête, le mammouth, et en même temps permettait de nous brûler et était notre arme de guerre. Bon, le problème, c'est que là, on est à des millions de fois d'opportunités et de risques. Et deuxièmement, il y a un impact culturel légal qu'il faut prendre en compte quand on est dans le business et même quand on est au niveau de l'éthique. Je fais partie, j'ai une grande chance de faire partie du comité éthique d'Orange. Et donc, cette magnifique entreprise internationale, dès qu'elle a une question, un projet lié à l'IA, elle commence par se poser le problème éthique au niveau international et ensuite, eh bien, ça découle sur la faisabilité. Et donc, c'est comme ça qu'il faut prendre en main le sujet parce qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a de plus en plus de cadres de confiance liés à l'éthique dans les entreprises, de chartes liées à l'IA et c'est indispensable. Et c'est aussi un moyen d'acculturer les collaborateurs et de les former. Et c'est indispensable pour pouvoir avoir donc vraiment des produits, des usages, des comportements qui puissent être compatibles avec les différences culturelles. Donc, merci pour cette excellente question. Ouais, je vous en prie. Si je vous suis, une des solutions, en tout cas une des réponses qu'on doit donner par rapport à l'IA, c'est la compréhension des choses. Mais au-delà de la compréhension, il y a peut-être aussi une problématique d'accès à l'information. C'est-à-dire que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, tout le monde n'a pas la chance de travailler à Paris ou à Lille dans une grosse métropole, dans un grand groupe, qui effectivement va probablement prendre la problématique de l'IA à bras-le-corps. Quid des petites entreprises, quid de ceux qui éventuellement travaillent et vivent en milieu rural. C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas là aussi des choses à imaginer pour qu'on puisse diffuser plus facilement l'IA sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des personnes? Et en parallèle de ça, est-ce que par exemple l'arrivée de la 5G aura un impact sur l'accélération de l'IA et sur donc son apprentissage et son utilisation? Alors, la 5G va permettre d'accélérer tout le ramassage des données qui viennent des objets connectés. On est déjà à la 6 et 7G en Chine, mais il faut bien comprendre qu'en fait, l'IA sera demain dans tous les objets. Donc, moi, je ne vois pas de différence de territoire. Quand vous regardez l'agriculture, c'est un des secteurs où il y a le plus d'IA. Entre les drones qui survolent les champs,
les machines-outils qui sont autonomes et qui sèment en fonction d'un GPS, d'un capteur de météo, en fonction de ce qu'il y a dans le sol, en fonction de ce qu'il y a dans la semence, c'est vraiment un secteur hyper connecté. Voilà. Donc, dans les exploitations intensives, etc. Donc, en fait, moi, je suis dans une institution qui est le CNAM, hein, qui a un programme qui s'appelle donc Formé au cœur des territoires, avec plus de 150 CNAM dans toutes les villes les plus reculées de France, où on met justement des CNAM donc à vocation donc de former à tous les métiers, sauf la médecine. Donc, vous pouvez être en ingénierie, en RH, en philosophie, en médecine, etc. Et c'est partout. Et en plus, c'est soit en présentiel, soit à distance. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a une différence d'accès à la formation sur le territoire français et outre-mer, de mon point de vue universitaire avec le CNAM. Après, dans les consciences, je pense qu'il faut continuer à acculturer. Le gros problème, c'est qu'il y a eu énormément d'articles sur l'IA avec des gens très connus qui ont fait peur. Et alors là, bon, ben, c'est clair, hein, quand vous semez la peur, ben, au moins on achète votre bouquin et au moins ben, vous êtes lu, mais bon, ça fait pas avancer le schmilblick. Hein. Et donc, moi, je suis à l'inverse. Je veux être dans la démonstration, dans donner la voix à ceux qui font et dans l'explication pédagogique avec ce MOOC qui est gratuit, avec cette chaîne YouTube qui continue donc de donner des exemples. Et je pense que c'est pas par la peur qu'on avance. Je pense qu'au contraire, la liberté s'acquiert par la compréhension. Et c'est pas une question de territoire, parce qu'aujourd'hui, la formation, en tout cas avec le CLAM, elle est dispensée partout. D'accord. Vous disiez tout à l'heure, pour justement accompagner cette connaissance de l'IA, que dès le CP, hein, si j'ai bien entendu et si je me souviens bien, il y avait déjà à l'école donc primaire un démarrage d'acculturation à l'IA. Est-ce que vous estimez que l'école va assez vite sur ces enjeux-là, hein, qui nous semblent quand même assez colossaux, d'une part? Est-ce que tout à l'heure nous parlions des experts comptables? Est-ce que par exemple, à votre connaissance, les formations d'expertise comptable, par exemple, intègrent déjà ces problématiques-là? Et autre question, mais qui va aussi dans le même sens, un peu par provocation, j'aurais tendance à vous dire, moi, l'envie que j'ai, c'est de prendre, j'ai la chance d'avoir 4 enfants, notamment mes deux grandes filles, et de leur dire, voilà, en gros, arrête de bosser ton anglais et ton allemand, bosse ton informatique. Est-ce que c'est pertinent de dire ce genre de choses? Alors, je dis bien sûr de façon un peu provocatrice, mais il y a un peu cette idée-là derrière. C'est que ça a tellement évolué que est-ce que finalement, passer des heures à apprendre du vocabulaire, ça a encore du sens? Alors, oui. Premièrement, je pense que dans l'éducation nationale, il y a une vraie prise de conscience de 2 éléments. Premier élément, c'est ce qu'on appelle la neuropédagogie. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder l'interview dans la chaîne YouTube du professeur Borst qui vous explique comment on apprend. Donc ça, c'est important pour tous les parents de comprendre comment on apprend et comment on apprend quand on est un être humain, parce que l'IA n'apprend pas de la même façon. Donc, à l'école, il y a ce courant de neuropédagogie qui va vraiment essayer d'éduquer les enfants sur les spécificités humaines pour qu'ils restent employables demain et qui continue d'apprendre. Et parallèlement, il y a un courant qu'on appelle STEAM, qui est un courant sur éduquer, eh bien, oui, au numérique au sens large, à l'IA de façon plus segmentée. Et il faut savoir qu'ils ont 2 examens, le B2I et le C2I, qui passent en 3e et en terminale, pour les aider à avoir déjà ces éléments de base, de compréhension, l'alphabet de cette nouvelle civilisation. Ensuite, en tant que parent, moi, je vous invite à aller sur les sites ou dans les ateliers qui sont sur toute la France de Startup for Kids, qui leur apprend avec des Lego à coder et à voir le raisonnement de la machine pour qu'ils comprennent la différence avec le raisonnement humain. C'est pas le fait de savoir coder un langage qui sera dépassé dans 5 ans. C'est de comprendre le raisonnement du codage. C'est pas de ne pas apprendre de vocabulaire parce qu'on se dit que de toute façon je vais l'oublier ou je tape dans un téléphone et j'ai la traduction. Non, c'est de faire marcher sa mémoire pour pouvoir être capable demain de développer toujours eh bien, sa mémoire à long terme et donc sa réflexion. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc,
Oui, l'éducation nationale française a pris vraiment à main le corps ces deux axes qui sont la neuropédagogie, ce qui fait que on a une façon de fonctionner avec notre cerveau humain, une plasticité. Et il y a des recherches aujourd'hui qui lient cerveau et éducation et qui sont très développées en France et qui sont passées donc dans les systèmes et dans les programmes. Donc, relisez donc le magnifique ouvrage de Serge Tisseron, 3, 6, 9, 13, qu'est-ce qu'on doit faire avec son enfant quand il a 3 ans, 9 ans, 12 ans. Lisez, regardez l'interview du professeur Bors sur comment on apprend. Regardez les MOOC, le MOOC de Lachaud sur comment aider votre enfant pour pouvoir faire en sorte qu'il ait de l'attention et non pas qu'il soit malheureusement comme beaucoup d'enfants dans de la mémoire qui va être simplement de l'hypertexte parce qu'il fait du jeu vidéo et qui ne développe plus sa mémoire et l'attention. Ça, c'est une catastrophe. Il ne sait plus raisonner. Donc, ça, c'est important. Ensuite, ce qui est important, c'est d'être IA compatible, donc de les accompagner dès le plus jeune âge à manipuler des algorithmes, à manipuler le raisonnement de la machine avec ses startups for kids, avec tout ce qui se fait au Palais de la Découverte à distance pour vous apprendre à jouer avec les algos, hein, donc, et à avoir cette culture numérique avec le B2I et le C2I. Donc, moi, j'ai foi dans l'éducation nationale et je pense qu'en tant que parent, il faut accompagner les enfants sur cet équilibre. Cet équilibre de l'attention, de la mémoire, de l'énergie, du stress, très important, et cet équilibre d'être IA compatible et comprendre ce que fait la machine pour comprendre ce que moi, je pourrais faire qu'elle ne fait pas et comprendre comment je peux utiliser ce qu'elle fait pour me transformer. Donc, aujourd'hui, l'éducation nationale n'a pas à rougir et malgré ce qu'on peut voir dans la presse, qui est toujours très alarmiste, etc., il y a des gens qui font des choses extraordinaires, à la fois des chercheurs, à la fois, bien sûr, le ministère et à la fois des startups dans l'EdTech. Voilà. Okay. Alors, une dernière question, parce que le temps passe. Au niveau du Greta Grand Littoral, il y a un sujet qui nous tient à cœur, qui est en fait les problématiques des biais de genre, notamment dans le domaine des métiers du numérique. Hein. On sait que, par exemple, malheureusement, la présence des femmes est assez minoritaire. Enfin, quand je dis assez, c'est assez largement minoritaire dans les métiers du numérique. Comment se situe l'IA par rapport à ce type de biais? Est-ce que, parce que j'imagine que l'IA, c'est quand même, d'une certaine façon, le miroir de nos propres comportements et de nos propres biais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience aussi pour faire en sorte que l'IA, justement, ne fasse pas les mêmes erreurs que nous, d'une certaine façon, en tout cas sur cette question? Alors, de toute façon, qu'on soit clair, les biais liés à l'IA sont des biais provoqués par l'homme. Ce n'est pas l'IA qui les provoque. C'est des biais provoqués par l'homme parce que l'homme va lui donner des datas qui sont biaisés. Voilà, bon, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre sur l'éducation aux sciences à l'IA sur les femmes. Moi, j'ai 2 filles, et j'ai 2 filles qui n'ont rien, je veux dire, au départ de scientifique, et ce qui sont pourtant, qui ont fait toutes les 2 des sciences. Je pense qu'il y a une question d'éducation. Il y a une question d'éducation, et c'est pour ça que je suis très engagée dans une revue qui s'appelle Pour l'écho, qui est une revue pour tous les collégiens, tous les lycéens. Donc, je suis dans le comité de rédaction et qui va donner, très intéressante pour les parents. C'est extraordinaire cette revue parce qu'elle donne tous les codes pour que les filles fassent des sciences, pour que les garçons comprennent les métiers de demain. Et c'est vraiment pour les formateurs, pour les consultants, pour les enseignants, pour leur donner accès à des témoignages, des analyses, des vidéos. Il y a un site internet extraordinaire, etc. Donc, regardez, elle est en kiosque, elle est sur abonnement, je crois qu'elle coûte 2-3 €. La revue Pour l'écho, c'est comment le monde évolue et c'est pour les jeunes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'il ne faut surtout pas éduquer ses enfants dans le fait que les filles sont plutôt littéraires et les garçons sont plutôt matheux. C'est n'importe quoi, c'est des biais culturels. Les garçons comme les filles sont autant sensibilisés à l'art, à la littérature qu'aux sciences. Le seul problème, c'est que parfois, eh bien, les sciences, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter à passer par le faire, par en fait des ateliers où on remet la science par rapport à la main.
Je vous dis ça parce qu'au CNAM, on a un magnifique musée qui est le premier musée de la conservation de tous les objets technologiques. Et il y a plein d'ateliers sur l'électricité, sur la boussole, sur la façon dont on code, etc., pour les enfants à partir de 5 ans. Et je peux vous dire que les vocations et le fait de vouloir faire des sciences, ça commence dès cet âge. Donc, amenez vos enfants dans le musée des sciences de votre région, regardez ce que fait le musée donc du CNAM sur son site internet et faites manipuler les sciences à vos filles et à vos garçons. Parce qu'il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'une fille, elle soit moins bonne en maths qu'un garçon. Après, c'est vrai que peut-être que les filles ont moins envie de rester des heures derrière leur ordinateur à coder, parce que le code, c'est un langage et c'est, voilà, parce qu'elles ont envie de bouger, qu'elles ont envie de parler, les filles, ça parle beaucoup, etc. Mais il y a plein de métiers en sciences où il faut parler, il faut expérimenter, il faut bouger. Donc, je crois qu'en tant que parents, il faut leur semer les bonnes petites graines. Vous laissez pour l'éco traîner dans la table du salon si vous avez un ado. Vous l'inscrivez à Startup for Kids s'il est plus jeune. Vous le mettez à des ateliers sur les sciences dans votre région ou sur un site internet ou aux ateliers du CNAM. Vous allez au musée, bien sûr, des sciences de la Villette qui a des sites internet incroyables. Et les sciences, c'est comme ça qu'on met les petites graines. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison qu'il y ait moins de sciences. Je vais vous donner 2 contre-exemples. En Indonésie et au Maghreb, il y a plus d'ingénieurs femmes qu'hommes. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès leur enfance, dès l'école, on incite les filles à aller dans les métiers d'ingénieurs. Pourquoi au Maroc, ce sont des femmes qui sont ingénieurs? Pourquoi en Indonésie, ce sont des femmes qui sont ingénieurs? Donc, ce n'est pas une question génétique, c'est une question culturelle. Donc, arrêtons en France de croire que les maths, c'est difficile. Aimons les maths en passant par le jeu, en passant par cette acculturation pointilliste en tant que parents, et on aura des filles qui auront autant de réussite dans les sciences que de garçons. Très bien, merci. Une toute dernière question, mais une réponse très rapide de Valérie. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des outils qui existent déjà pour saisir les écritures de manière automatisée? Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Donc, vous avez, par exemple, dans des startups liées à la reconnaissance de l'écriture qui est liée à la reconnaissance du texte et liée à la reconnaissance de la voix. Et tout simplement, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel iPad avec son crayon électronique, vous écrivez, ça reconnaît, et etc. Là, il faut voir tous les progrès qui sont faits pour les malentendants. C'est extraordinaire. Il y a des choses fantastiques. J'ai vu ça aussi, pardon, je vous coupe, pour les dyslexiques. Voilà. Effectivement, des vous avez des lunettes aujourd'hui pour dyslexiques qui leur permettent en temps réel de lire, parce qu'il y a une réadaptation qui est faite par l'IA. Donc, il y a plein d'objets, à la fois pour tout le monde, à la fois pour les malentendants, les dyslexiques, etc. Et l'IA, là, est d'une aide impressionnante. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on en arrête là. Il y a encore des questions qui arrivent, mais malheureusement, le temps nous est imparti et on essaie toujours de terminer pour midi. Il y a aussi une remarque pour savoir comment est-ce qu'on pourrait avoir accès aux différents MOOC. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous enverra les liens pour les MOOC que vous aurez très prochainement et un petit peu plus tard dans le futur, si ça vous va. En tout cas, je vous remercie vraiment de ces échanges. C'était vraiment très intéressant. Je remercie aussi à tous ceux qui nous ont suivis et d'avoir posé effectivement les questions. Et donc, on vous donne rendez-vous pour notre prochain MOOC qui sera sur la thématique de la sécurité numérique et qui nous permettra, là aussi, j'en suis sûr, de pouvoir écouter avec délectation l'invité du jour et de pouvoir ainsi répondre à vos questions. Merci à tous et à bientôt.